Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Ici on parle sans tabou des doutes, des peurs et des déclics qui mènent les profs à se réinventer. Si vous avez déjà pensé à quitter l'éducation nationale, si vous avez peur de ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner, si vous souhaitez vous informer sur vos droits ou si vous cherchez simplement des idées de métier, vous êtes au bon endroit. Chaque mercredi, je publie des témoignages de profs reconvertis, des parcours d'enseignants en reconversion et des conseils concrets pour vous aider à construire la suite de votre carrière. Je m'appelle Florence, avant j'étais prof et j'espère que grâce à cet épisode, vous pourrez bientôt en dire autant. Stéphanie, je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup Florence. On va faire les choses dans l'ordre et dans un premier temps, je vais te demander de te présenter s'il te plaît. Alors du coup, moi je m'appelle Stéphanie, j'ai 50 ans depuis quelques mois et je suis sur Toulouse. Et professionnellement, comment est-ce que tu te présenterais sur ce pan-là ? Et bien du coup, en fait, je suis secrétaire médicale indépendante, c'est-à-dire que je suis à mon compte et je vais dans des cabinets médicaux, soit chez des généralistes, des spécialistes en clinique, pour pallier soit un manque de secrétaire ponctuel ou récurrent, soit parce qu'il n'y a pas de secrétaire et que du coup, il y a quand même de l'administratif à gérer. Voilà, donc je suis assez polyvalente, mais ça me rappelle quelque chose. On se demande quoi ? On va en reparler justement de ce quelque chose. Si on revient un petit peu en arrière, est-ce que tu te souviens des raisons qui t'ont poussée à devenir enseignante ? Ah mais en fait, moi, c'était une vocation. Moi, je faisais la classe à mes petites sœurs, quoi. Je suis l'aînée de 4 filles et du coup, moi, je me rappelle très bien avoir un petit tableau, tu sais, un petit tableau sur trépied, là, le truc que tu tends et tout. Donc j'écrivais des choses et je faisais la classe à mes sœurs. J'ai toujours voulu faire ça, en fait. Ça venait de loin, donc ton parcours scolaire, j'imagine, et tes études, tu les as faites en fonction de cette envie-là ? Eh bien, à l'époque, hein, parce que j'ai quand même 50 ans, donc à l'époque, il fallait avoir une licence pour passer le concours pour être professeur des écoles. Et du coup, il fallait juste une licence, n'importe quelle licence, quelle que soit la matière. Donc du coup, je me suis dirigée vers des études de psychologie, parce que ça m'intéressait. J'aime bien, moi, comprendre les autres et me comprendre aussi moi-même. Donc du coup, j'ai eu une maîtrise de psychologie sociale. Et après, voilà, j'ai passé les concours 2 fois en candidat libre et je l'ai réussi au bout de la 2e fois. D'accord, donc tu as été professeur des écoles pendant 21 ans, je voyais ça sur ton LinkedIn, ce qui n'est pas rien. J'imagine que si tu es resté 21 ans, c'est qu'il y avait quand même des beaux côtés à ce métier. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans cette longue carrière ? Alors moi, ce qui m'a plu en premier, c'est le contact avec les enfants. C'est ça, c'est transmettre quelque chose, c'est apprendre aussi beaucoup d'eux, parce que mine de rien, j'ai appris plein de choses d'enfants de 7-8 ans. Enfin, c'était vraiment chouette. C'était vraiment le côté transmission, en fait. C'est ça qui me plaisait. Puis voilà, ouais, c'est vrai que ça fait 21 ans. Alors, il y a eu 21 ans en tout dans l'éducation nationale, avec des petites pauses, mais dont on pourra peut-être reparler après, puisque j'ai quand même eu 2 enfants. Donc, il y a eu un congé parental pour chacun et j'ai eu une petite pause un peu imposée par l'éducation nationale de disponibilité pour suivre mon conjoint qui était parti à 450 km. Voilà. Effectivement, ça fait un peu long faire la route tous les jours. C'est ça, surtout avec 2 enfants en bas âge, c'était un peu compliqué. Est-ce que, avant de parler des points justement administratifs, mais peut-être qu'ils vont en faire partie, tu me diras, est-ce qu'il y a des côtés justement négatifs à ce métier ou qui t'ont donné envie, en tout cas à un moment, de te poser la question de peut-être faire autre chose ? Le point le plus négatif, je crois que c'est la non-reconnaissance, quoi. C'est la non-reconnaissance de la hiérarchie qui comprend pas du tout la réalité du terrain, je trouve. Et puis, mine de rien, il y a aussi une espèce de non-reconnaissance sociétale où dès qu'on dit qu'on est prof, en général, c'est « Oh là là, toutes ces vacances, à 16h30, t'es chez toi. » Moi, je me rappelle d'une amie un jour qui m'a dit « Mais avant de te connaître, je pensais vraiment qu'être prof, c'est ouvrir un livre, dire « Prenez la page temps, faites tel exercice et rentrez chez soi à 16h30, surtout en tant que professeur des écoles, quoi. » Donc, Si seulement. c'est ça, si seulement, si seulement. Je pense que si c'était que ça, on serait pas si nombreux à partir et à avoir malheureusement des surcharges de travail, des burn-out, des choses comme ça, hein. Ah, mais complètement. Le moment où ton conjoint a été muté, donc j'imagine, toi, avant de prendre la dispo, parce que si j'ai bien compris, c'était pas vraiment ton choix numéro un, j'imagine que tu as tenté de faire un rapprochement de conjoint qui n'a pas fonctionné. Alors ça s'est passé en 2 temps. Donc mon conjoint, il a su au mois d'août qu'il était muté au 1er octobre.
à 450 kilomètres. Donc, à l'époque, nous habitions Niort. Donc, il était muté à Toulouse. À l'époque, mes enfants, ils avaient 5 et 2 ans et demi. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je peux pas comme ça partir au mois d'octobre. Je vais démarrer une rentrée scolaire. Il faut que je la finisse. Il y a cette histoire de... Je pense que pour un prof, en général, c'est hyper compliqué de partir en milieu d'année scolaire. On a l'impression d'abandonner nos élèves et nos parents d'élèves. Donc, il y a une petite histoire de culpabilité là-dedans. Et à la fois, mon fils aîné, c'était sa dernière année de maternelle. Mon plus jeune fils, c'était sa dernière année de nounou avant de rentrer à l'école. Et je me suis dit, non, moi, je vais rester sur place. Et puis, on va se débrouiller pendant une année, le temps que je réussisse à avoir ma mutation. Moi, je pensais hyper naïvement, en fait, qu'au bout d'un an, j'allais être mutée à Toulouse. Voilà. Ah non, un peu plus compliqué que ça. Après, tu partais avec un avantage, t'étais et mariée et t'avais 2 enfants. Donc, c'est quand même des points en plus. Complètement. Mais qui ne suffisait pas du tout pour rentrer en Haute-Garonne. Surtout que ça s'est passé juste dans une période charnière par rapport à la mutation pour des conjoints éloignés, puisque c'était juste après 2008, donc c'était pour l'année 2009, et où il y avait la fameuse abrogation de la loi de Rostand qui permettait le rapprochement des conjoints au bout d'une année, en fait. Alors, tu sais que je savais même pas ça, puisque moi, en 2008, j'avais même pas mon bac. Je pense que je devais être en 3e ou en seconde, donc je n'ai pas vécu ça. Merci de me rappeler. De rien, avec plaisir. T'es contente d'être venue? Ouais, nickel. Mais je savais pas ça. Et je pense qu'il y a plein de personnes à avoir vécu ce moment-là, du coup. Et donc, toi, ça a été un vrai impact. Oui, ça a été un vrai impact parce qu'en fait, on s'est retrouvés dans un entonnoir. On a été plein de personnes en même temps à demander une mutation qui avant était automatique au bout d'un an maximum. Et sauf que là, du coup, les règles du jeu avaient changé. Donc, en fait, on s'est retrouvés plein et avec des mutations au compte-gouttes, suivant les départements que tu demandais qui étaient plus ou moins ouverts, et même suivant les départements dont tu voulais sortir qui étaient plus ou moins fermés. Donc, il y avait une double problématique. Et je suis restée donc, du coup, comme ça, 4 années à demander ma mutation. J'ai fait une première année sur place où je suis restée dans les Deux-Sèvres. Au bout de cette année-là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible, quoi. C'était insupportable et pour ma vie de famille, ma vie de couple, etc. Et puis, j'avais mon plus jeune fils, en fait, qui vivait ça comme une séparation. Pour lui, ça avait été affreux. Enfin, c'était très, très compliqué à vivre. Donc, j'ai décidé la deuxième année de me mettre en disponibilité pour suivre mon conjoint, en pensant très naïvement chaque année que ça allait être la dernière année. Et je crois que c'est ce qui a été le plus dur à vivre, en fait. C'est, tu vois, cette histoire d'espoir et qui, à chaque fois, tu as l'espoir qui est déçu. Et après, l'année d'après, tu as encore de l'espoir. Et non, c'est pas pour cette année-là. Et puis l'année où ça arrive, t'y crois presque pas, tellement t'as attendu. C'est un peu ça. Quoique j'aurais pu attendre encore une année, et puis bon, il a fait que j'ai mon fils aîné qui a eu un diagnostic avec un positionnement en termes de handicap, etc., qui a pu me faire gagner des points et qui m'a fait passer du coup plus que prioritaire. Mais sinon... Sans ça, t'attendrais peut-être encore, hein. Non, je pense que sans ça, vu les barèmes, tout ça, j'aurais attendu que 5 ans. Voilà, je mets bien des guillemets au que. Mais du coup, pour ceux qui connaissent pas trop la disponibilité pour suivre son conjoint, ou quelle que soit la disponibilité d'ailleurs, c'est 0 salaire, 0 le droit à avancement, 0 le droit à la retraite, 0 droit au chômage. Les gens, ils comprenaient pas très bien, en fait, quand je leur disais, mais moi, en fait, j'ai 0 euro. Et pendant 4 années, enfin, du coup 3, puisque la première année, je suis restée là-bas. Voilà, j'ai pas eu d'avancement, j'ai pas eu de droit à la retraite, enfin, j'ai vraiment perdu des droits, quoi. Alors que normalement, dans la loi, on est censé être prioritaire, mais pas trop. C'est ça. Bah là, j'ai pas mes notes sous les yeux, mais si c'est une dispo pour élever un enfant de moins de 12 ans, à ce moment-là, il me semble que tu gardes en partie tes droits à la retraite et peut-être une part de ton avancement. Il faudrait que je revérifie. Mais c'est vraiment que ce cas-là. Ouais, c'était que ce cas-là et je crois que c'était... alors c'est pareil, tu vois, je me suis pas replongée dans les textes de cette époque-là. Et alors, c'était pas 12 ans, nous, je me rappelle que c'était 8 ans. C'était un enfant de moins de 8 ans et il y avait quand même des restrictions. Enfin, je sais plus pourquoi, c'était plus avantageux de demander une disponibilité pour suivre son conjoint qu'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. Si tu voulais travailler à côté, je pense, quand c'est une disponibilité pour élever un enfant, généralement, si tu prends un CDI par exemple, ou même un CDD, t'es pas supposé travailler plus de 24 heures par semaine, puisque en dehors des heures d'ouverture de l'école, tu es censé t'occuper de ton enfant. Donc généralement, c'est ce qu'on te demande.
Et l'autre micro-nuance, c'est qu'en disponibilité, il y a une meilleure infime chance de toucher du chômage. C'est que si tu travailles, je crois que maintenant c'est même 6 mois consécutifs, j'ai pas mes notes sous les yeux, mais si tu fais 6 mois consécutifs, tu vas pouvoir déclencher ton chômage. Sauf que à la fin de l'année, quand tu vas arriver à la fin de ta dispo, même si tu la redemandes, tu vas repartir à zéro et devoir tout recommencer puisque ça sera considéré comme si tu avais refusé de réintégrer alors qu'on te le proposait. Et donc, il y a quasiment aucune chance que tu commences, admettons, si tu es en dispo pour convenance personnelle, par exemple, à un 1er septembre, il y a quand même très peu de chances qu'au 2 septembre, tu trouves un contrat qui dure pile poil 6 mois consécutifs. Enfin, tu vas mettre 1 ou 2 mois à trouver un contrat. Ce sera peut-être des CDD, ça fera peut-être pas 6 mois. Si ça fait 6 mois, peut-être qu'à la fin des 6 mois, ça s'arrêtera pas. Donc, en fait, tu seras toujours pas au chômage. Enfin, c'est quasi impossible en dispo de toucher du chômage. Donc non, effectivement, oui, t'as rien. Moi, j'ai été des gens dispo aussi pour suivi de conjoint et rien. Rien du tout. C'est un choix qui, dans ton cas, n'est même pas vraiment ton choix, mais un peu par dépit de qu'est-ce que je peux bien faire de cette situation pour qu'elle soit finalement la moins difficile à vivre, notamment quand il y a des enfants aussi qui rentrent en jeu, puis même, comme tu le disais très bien, pour la vie de couple également, quoi. Parce que c'est la vie. Oui, la vie de couple, la vie de famille, puis le choix entre perdre son salaire entre guillemets, mais avoir double logement, double facture, double tout. Enfin, du coup, c'est pas vraiment un choix, quoi. Et quand tu étais donc pendant ces 4 années-là de disponibilité, est-ce que, comme tu étais persuadée chaque année que finalement l'année prochaine c'était la bonne, est-ce que tu as cherché un emploi ou eu des activités particulières en parallèle, ou est-ce que tu es restée maman au foyer comme tu avais quand même 2 enfants et ça peut être aussi un travail à temps plein, mine de rien, c'est très demandant. Comment est-ce que tu t'es organisée et est-ce que ces 16 années-là, tu dirais, qui ont peut-être commencé à planter une graine de changement? Alors, je me suis organisée d'une certaine façon. D'abord, j'ai essayé de faire, quelque chose que je ne pensais, pouvoir faire que ça, en fait, c'est-à-dire, donner des cours. Parce que quand on est prof, on a l'impression qu'on ne sait faire que ça de sa vie, alors que pas du tout, pas du tout. On sait faire plein de choses. Donc du coup, je me suis inscrite dans des grandes enseignes de cours particuliers, et c'est vrai que sur une année, waouh, j'avais réussi à toucher 3 000 €. Youhou! Enfin, ça n'aurait pas son nom, quoi. Ah, les impôts devaient être contents. Ouais, c'est ça. Du coup, des cours particuliers. Après, j'ai quand même réussi la dernière année à décrocher un contrat, dans un établissement, privé sous contrat simple. Donc ça, j'ai eu le droit. Donc j'ai découvert les joies de l'ITEP. C'était intéressant, hein, mais c'était compliqué. Ouais, c'est des postes particuliers. Ouais, c'est des postes vraiment très, très particuliers où là, j'ai été confrontée à une réalité que j'imaginais même pas, en fait. Je savais même pas que ça pouvait exister à ce point. Donc j'ai essayé effectivement de trouver des choses, pour mettre un peu du beurre dans les épinards et pour, améliorer notre situation financière. Parce que autant te dire qu'en 4 années, on a dilapidé notre épargne, en fait. Ah, mais c'est long, 4 ans, hein. Moi, je me rappelle de mes enfants, avant, quand on était, tous ensemble à New York avec 2 salaires, de temps en temps, on allait chercher un bouquet de fleurs, de temps en temps, il y avait des petits déjeuners le dimanche avec, des viennoiseries ou quoi que ce soit. Là, là, c'était non, quoi. Enfin, c'était pas possible. C'était vraiment, un budget hyper serré, c'était vraiment très, très compliqué, à la fois psychologiquement, financièrement, et heureusement que, on a bien réussi à s'entraider avec mon mari et tout parce que, enfin voilà, on n'avait pas de soucis, particuliers, familiaux ou de couple ou quoi que ce soit. Donc on a réussi à se soutenir, mais ça a été dur. Et pour rebondir sur ta dernière question, c'est bien sûr que ces 4 années ont commencé à semer la graine. C'est évident. Ouais, ça m'étonne pas, parce que tu as quand même eu, je pense, plusieurs autres années d'enseignement avant de partir. Je ne situe pas à quel moment tu as eu ces 4 années-là, combien il t'est resté après d'années en poste? Du coup, après, je suis restée, 10 années en poste. Donc en gros, mi-parcours, on va dire. Ouais, une pause non désirée, mais bon. Ce qui fait que la graine était plantée, mais pour autant, tu es quand même resté une dizaine d'années. Comment est-ce que tu dirais que cette idée a évolué? Puis est-ce que tu savais que tu allais partir et quand et pour faire quoi? Ou dans quel ordre tu as décidé un petit peu tout ça? Déjà, j'étais hyper déçue, de l'éducation nationale, pendant ces 4 années-là parce que je pensais vraiment qu'on allait m'aider à rejoindre mon conjoint, moi, j'avais qu'une envie, c'était de travailler, en fait.
Et la disponibilité, comme on a dit tout à l'heure, elle fermait pas mal de portes. Donc c'était un peu compliqué pour travailler. Par exemple, on n'avait pas le droit de travailler dans le privé. Il fallait que ce soit du privé sous contrat simple. Enfin, c'était vraiment assez contraignant. Donc il y avait une certaine déception quand même. Et puis après, quand je suis repartie à l'école au bout de 4 ans, les conditions de travail s'étaient énormément dégradées en fait. En 4 années, j'ai trouvé. Et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte ce qu'on nous demandait en tant que professeur des écoles, toujours beaucoup plus avec beaucoup moins et encore plus. Et je pense que ça s'est fait de façon un petit peu insidieuse, où justement le plus, au bout d'un moment, il était plus tenable. Mais sans savoir forcément ce que tu voudrais faire. Tu t'es d'abord rendu compte qu'il allait falloir bouger avant de savoir où bouger, j'imagine. Alors, je me suis rendu compte qu'il allait falloir bouger, mais j'avais quand même une petite idée. Je réfléchissais un petit peu à qu'est-ce que je pourrais faire si je n'étais pas professeur des écoles. Et je me rappelle très bien de ma sœur qui a été très longtemps secrétaire médicale et qui me disait que elle, son plus gros souci, c'était de trouver une remplaçante pendant ses congés parce qu'elle était toute seule à gérer un planning de 4 médecins. Donc, c'était quand même un poste assez important. Et qu'à chaque fois, chaque année, la galère, c'était de trouver une remplaçante qui puisse ne pas l'appeler tous les jours pendant ses congés et qui après lui fasse pas faire 3 semaines d'heures supplémentaires pour rattraper, quoi. Et de ce que je connaissais de son métier, je m'étais dit: «Mais en fait, ça, je pourrais faire, en fait». C'est quelque chose qui me paraissait faisable avec mes compétences actuelles, voilà. J'ai lu, où est-ce que j'ai vu ça? J'ai pris une petite note tout à l'heure. Je crois que c'était sur un site, un annuaire, d'assistantes et secrétaires indépendantes Ouais. où tu as dit et c'était cité du coup entre guillemets que tu avais choisi de mettre ton sens de l'organisation et de l'écoute au service des professionnels de santé. Donc comme tu disais, de réutiliser finalement des compétences que tu as déjà dans un autre métier, évidemment en apprenant des choses qu'on ne connaît pas liées, j'imagine, aussi au secteur médical. Mais effectivement, tu l'as très bien dit, on sait faire d'autres choses et on peut tout à fait les adapter. C'est transférable à d'autres domaines aussi. Mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, quand je suis partie de l'école et que j'ai annoncé à ma dernière promo d'élèves que je m'en allais, pour de vrai, je me rappelle d'une élève qui m'a dit, donc j'avais des CE1, donc j'avais fin d'année, donc ils avaient 8 ans, qui m'a dit: «Ah, mais en fait, tu vas aider les autres, mais autrement». Et du coup, j'ai trouvé ça trop mignon, quoi, enfin, parce que c'est exactement ça, en fait. Je pense qu'il y a une sorte de rapport aux autres et effectivement de mettre les compétences que j'ai pu, acquérir dans mon ancienne vie professionnelle, au service, d'autres personnes dans un autre cadre, mais c'est des compétences complètement transversales, en fait. C'est ça. Puis si toi, en plus, ce métier à la base, d'enseignante, c'était une vocation, c'est que forcément, tu as une fibre en toi, qui va vers, l'aide, la transmission, l'humain et cetera. Donc il y avait quand même de grandes chances que tu choisisses derrière un emploi qui correspond à cette part aussi de ta personnalité, puisque c'est très probablement une des choses qui t'aide à t'épanouir aussi au quotidien, parce que c'est quand même important d'être, épanoui aussi dans son travail et là, en tout cas, ça a l'air d'être le cas vu que tu as le sourire. C'est ça, exactement. Et j'ai regardé, donc je voyais sur ton LinkedIn un petit peu les dates et donc l'historique. J'ai cru donc comprendre que tu étais en formation pour devenir secrétaire médicale, potentiellement avant d'avoir complètement quitté l'éducation nationale, puisque je voyais des dates de stage. C'est exactement ça. D'un point de vue de l'historique justement et puis administrativement parlant, comment ça s'est passé? À quel moment est-ce que tu t'es formée? Puis à quel moment tu es partie? Est-ce qu'il y a eu un timing et est-ce que tu t'en souviens? Ah ben je m'en souviens complètement. Déjà, il y a eu la prise de décision de partir pour de vrai et alors cette prise de décision, elle a été, je dirais, instantanée, en fait. Ça s'est passé à un moment où, j'ai eu, ce jour-là, j'ai eu 2 rendez-vous par an qui se sont pas bien passés du tout. Avec, un enfant en situation de handicap dont les parents voulaient pas trop voir le problème, enfin, ça a été compliqué. J'étais hyper choquée de leur réaction et du discours qu'ils ont pu tenir. Le soir même, un autre rendez-vous par an, avec, une maman un petit peu menaçante, qui estimait que j'avais fait mal à son enfant en lui touchant l'épaule, enfin et qui avait déjà porté plainte, contre, un autre enseignant, les années précédentes. Et là, en fait, je suis rentrée chez moi et je me suis effondrée, quoi. Et j'ai pleuré. À 3 heures du matin, je me suis réveillée, j'ai pleuré
Et le lendemain matin, donc ça c'était un vendredi, et le lendemain matin, le samedi, j'étais inscrite sur le site du CNED pour une formation de secrétariat médical pour passer une certification. Ah oui, il manquait plus que 2 gouttes d'eau pour faire déborder ton vase, là. C'est ça, exactement. Et dès le lundi, j'ai commencé à annoncer à tout le monde autour de moi que je m'en allais, quoi, que ma décision était prise. Donc ça s'est passé 2 ans avant que je parte vraiment, puisque du coup, il a fallu du temps administrativement parlant déjà. Donc, je me suis inscrite à cette certification. C'était un petit peu compliqué, tout ça. Donc, je me suis réinscrite la 2e année à la même certification parce que je n'avais pas pu passer les tests pour différentes raisons. Et effectivement, donc ma dernière année d'enseignement, c'était une certification qui durait toute une année avec 8 semaines de stage obligatoire à faire. Donc, autant te dire que quand tu es professeur des écoles, tes 8 semaines de stage obligatoires, tu les trouves où? Pendant les vacances scolaires. Donc, j'ai fait 2 semaines de stage pendant les vacances de février, 2 semaines de stage pendant les vacances de Pâques. Et les 4 semaines restantes, je les ai faites pendant l'été, juste avant ma non-prise de fonction du 1er septembre, quoi. C'est ça, la fameuse non-rentrée. Cette fameuse première non-rentrée. Donc ça s'est passé comme ça et donc effectivement ma dernière année, tout en assurant les cours auprès de mes élèves, tout l'administratif qui va avec, toutes les réunions qui vont avec, parce que ça on pourra peut-être en reparler si besoin. Du coup, je travaillais mes cours le soir, le week-end, les mercredis après-midi quand j'arrivais à avoir quelques mercredis après-midi de disponibles hors de l'école et les stages en plus. Mais j'ai jamais passé une aussi bonne année scolaire. Je pense que le fait d'avoir pris la décision... En fait, ça, c'est quelque chose qui revient souvent. 1, tu as pris la décision. 2, tu sais pourquoi tu travailles plus et tu sais que ça va être la fin. Enfin, tu vas quitter quelque chose qui ne te convient plus. Et en plus, il y a un peu l'attrait de la nouveauté. Tu apprends de nouvelles choses, tu découvres, tu rencontres. Donc, c'est aussi enrichissant. Et mine de rien, ça t'a fait des sacrées semaines, des sacrés mois consécutifs parce que donc aucun congé d'entre les vacances de Noël et finalement ta non-rentrée, quoi, puisque tu as enchaîné entre les périodes scolaires et sur les vacances, les stages. Donc c'est pas rien. On pourrait s'imaginer que si sur ces semaines de stage, on t'avait rajouté des semaines d'école, probablement que ça n'aurait pas tenu. Mais là, comme c'était ça pour une raison précise, avec un objectif précis, du coup, c'est ça aussi parfois qui aide à tenir et qui permet de finir sur une bonne note, quoi. Oui, puis vraiment, j'ai fini sur une excellente note. Je crois que j'ai jamais eu une promo aussi chouette que cette année-là. Je suis persuadée, il y a des gens aussi autour de moi qui me disent un petit peu la même chose que toi, c'est-à-dire que comme j'avais pris la décision de partir, je savais que quelle que soit la réponse de l'Éducation nationale, ce serait ma dernière année. J'étais peut-être aussi beaucoup plus détendue, avec moins d'exigences envers moi-même, envers mes élèves, envers mes collègues, je sais pas. Et donc ça s'est passé, mais moi, j'en garde un super souvenir de cette dernière année. J'ai envie de te dire tant mieux parce que la page ou le chapitre, comme on a dit hors micro tout à l'heure, est plus facile à tourner aussi quand on termine sur une bonne impression que sur une année difficile, quoi. Ah oui, tout à fait. Là, toi, donc ta formation, c'était via le CNED. Il y avait une partie stage, donc les fameuses 8 semaines, mais est-ce qu'il y avait aussi des cours ou des notions à apprendre ou je sais pas, des cas pratiques, des autres choses que les stages? J'imagine que oui, parce que tu peux pas te débarquer comme ça en stage, mais comment est-ce que tu as organisé ça sur ton année en plus de la classe? On avait des cours à apprendre avec des cas pratiques à travailler, avec des notions particulières entre il y a le secret médical, il y a ce qu'on appelle l'identito-vigilance. Il faut faire attention que le patient que tu accueilles est bien le patient qui doit être traité, qu'il n'y a pas de problème d'identité, etc. Parce que c'est quand même un peu important. Il y avait vraiment plein de choses particulières. Et puis à la fin, il y avait quand même une certification. C'est-à-dire que c'était un examen, quoi. Enfin, il a fallu que je monte justement sur Poitiers. Donc, je me suis retrouvée à nouveau dans le coin que je connaissais bien. Donc, que je monte sur Poitiers pour des examens sur table qui étaient corrigés ensuite. C'était assez cadré. Il y avait des modules à valider. Il y avait tout ça. C'est pour ça que la première année, j'ai pas pu finaliser la certification parce que j'avais pas pu me libérer suffisamment de temps pour valider tous mes modules. Oui, puis en même temps, quand on travaille à temps plein à côté, c'est pas évident de tout faire. Enfin, on peut pas être sur tous les fronts, quoi. Puis il y a aussi la vie de famille, puis il y a aussi la vie personnelle. Mais c'est bien parce que je regardais donc sur le site du CNED,
Donc toi, la formation précise que tu as suivie, si je ne dis pas de bêtises, c'est secrétaire médicale et médico-social, donc S2MS, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Et donc, je voyais que sur le CNED, c'était donc une certification qui était reconnue par l'État, parce que souvent, c'est des questions qu'on me pose. J'ai même vu que c'était éligible au CPF, attention, et qu'il était possible de la faire en une année, mais que ça pouvait s'étendre, si besoin, sur 5 ans. Et je suis tombée l'autre jour sur une formation avec un fonctionnement similaire. Je crois que c'était une formation pour devenir diététicienne, si je dis pas de bêtises, avec une auditrice du podcast. Et c'est pareil, tu pouvais le faire jusque sur 5 ans s'il y avait besoin, parce qu'en fonction de, bah voilà, si tu travailles à temps plein, tu peux pas te mettre à temps plein sur ta formation en parallèle. Donc toi, c'est bien là que tu aies pu l'étaler au final sur 2 années sans que ça reparte entièrement à zéro ou que ça s'annule ou parfois il y a des choses où on n'a pas le droit de repasser une deuxième fois. Donc là, toi, ça tombait à pic pour synchroniser et coordonner un peu tout ça, quoi. Ouais, tout à fait. Non, non, c'était bien. Le plus dur, c'était quand même de trouver des stages. Il fallait vraiment, valider des stages, enfin qu'il y ait une certaine durée. Il a fallu que je fasse une demande pour que ce soit, découpé en plusieurs morceaux, puisque normalement, c'est 8 semaines de stage consécutifs. Donc il fallait quand même faire une demande, mais bon, ils ont l'habitude quand il y a quelqu'un qui travaille à temps plein, que ce soit un petit peu découpé. Puis, il fallait trouver le lieu qui accepte d'accueillir, une stagiaire. Donc là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance sur mes 4 dernières semaines de stage qui ont eu lieu donc pendant les vacances d'été. C'est que au mois de juin, c'était ça, ouais, début juin, j'ai un ancien parent d'élève dont j'avais eu le fils l'année précédente qui vient me voir à la sortie d'école et qui me dit «Oh, j'ai appris que vous alliez partir de l'école, mais partir quoi, pour de vrai». Donc il me demande, mais sans indiscrétion, pourquoi faire. Donc je lui explique un petit peu. Et puis là, il me dit «Ah mais j'ai besoin de quelqu'un». Donc lui-même était médecin. Non. Donc du coup, anesthésiste pour être, plus précise. Et donc le cabinet où il travaille, en fait, ils avaient besoin de quelqu'un à ce moment-là. Donc je lui dis gentiment que, en fait, je cherche pas un poste puisque je cherche pas un poste de salarié. Je cherche d'abord, un lieu de stage pour pouvoir valider ma certification. Parce que j'avais déjà, dans l'idée que je travaillerais pas en tant que salariée dans le secrétariat médical. Je voulais déjà être indépendante, m'installer à mon compte, avoir mon numéro SIRET, tout ça. Donc je lui explique tout ça, il me dit pas de souci, je vous mets en relation. Et effectivement, grâce à lui, j'ai pu décrocher mes 4 dernières semaines de stage. Et grâce à lui, j'ai pu démarrer tranquillement dans mon activité. Ensuite, Ah, c'est génial. Mais comme quoi, le bouche à oreille, ça fait toujours son petit effet, hein. ah, c'est certain. Je pense que même c'est l'essentiel. Quand on est dans le fonctionnariat, on s'en rend pas compte, qu'on soit professeur des écoles ou autre, hein, mais dès qu'on rentre soit dans du salariat et encore plus dans de l'entrepreneuriat, le réseau, c'est ce qui fait tout en fait. En fait, j'ai clos un chapitre, je redémarre pas de zéro, donc c'est un peu dommage de pas s'appuyer sur mon réseau d'avant en fait. Du coup, voilà, j'en ai profité. Mais tu as bien raison. Et d'un point de vue administratif, cette dernière année, elle s'est donc clôturée par une démission, une demande de rupture conventionnelle, une dispo. Alors, une rupture conventionnelle, j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle, puisque j'ai cru comprendre que j'étais tombée dans la bonne fenêtre, puisque c'est plus trop d'actualité C'est dans les revenu, Ah si, c'est c'est revenu. revenu cette année. Ça a été un petit peu compromis là quelques mois, mais ça y est, c'est officiellement revenu. Alors pas encore dans toutes les académies, mais c'est juste une question de temps. Mais oui, oui, c'est pérennisé. Mais il y a eu une petite frayeur. À l'époque, c'était à l'essai entre 2020 et 2025. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de l'obtenir au bon moment. J'ai quand même, comment dire, ça n'a pas été simple de l'obtenir, cette rupture conventionnelle, puisque je l'ai demandé 2 ans. Du moment où j'ai pris la décision, j'ai commencé à regarder comment ça pouvait se passer, la rupture conventionnelle, enfin, quelles étaient mes options, en fait, et dont la rupture conventionnelle, qui était quand même beaucoup plus avantageuse pour moi, hein. Faut rappeler quand même qu'une rupture conventionnelle, ça permet d'avoir une prime de départ, d'avoir des droits au chômage ouvert, et donc de pouvoir se former correctement dans des temps plus longs. Enfin, c'est quand même très intéressant. Donc j'ai eu plusieurs entretiens au rectorat pour cela, qui ont été compliqués. Je dirais pas compliqués en fait, mais plutôt des fois j'avais plusieurs sons de cloche assez différents sur le possible aboutissement ou pas de ma demande, les délais. Je me rappelle une personne qui m'a dit ah oui, mais là vous aurez dans les 2 mois, vous allez avoir une réponse. Et en fait, j'ai eu une réponse dans les 8 mois. Oh là là, c'est long. Mais c'est ça, en fait. On revient un petit peu au même problème que pendant la disponibilité. Tu sais, c'est le fameux espoir. Et puis t'attends, et puis t'attends, et puis t'attends encore.
Puis tu as l'impression que le tunnel, il se finit jamais, quoi. Enfin, donc non, non, ça a été assez compliqué. Et la rupture conventionnelle, j'avais fait aussi une demande de CPF pour pouvoir me former sur la création d'entreprise. Je voulais juste d'abord, 1 jour de CPF, mais un pauvre jour, quoi. Et du coup, j'ai pas pu l'obtenir parce que la personne qui traitait ça était en arrêt maladie, que personne n'avait pris le relais. D'accord, très bien. Et que quand ils m'ont donné la réponse, ben, en fait, la date, elle était passée. Enfin, non, ça a vraiment été assez ubuesque, en fait. Ouais, puis c'est long et fastidieux alors que tu as déjà, bien d'autres choses à gérer en même temps, quoi. Je crois que le summum quand même, ça a été, quand ils m'ont enfin annoncé que la rupture conventionnelle était acceptée. Donc j'ai eu un petit coup de fil et on me dit: «Bon, par contre, on va vous convoquer au rectorat pour signer les papiers, pas de souci, mais on convoque d'abord, certaines personnes en premier. Je crois que c'était des profs dans le second degré parce qu'il y avait une histoire de timing, mais vous inquiétez pas, on va vous convoquer, avant la fin de l'année scolaire, et j'ai eu ma convocation le 10 juillet quand même. C'était leur vision à eux de l'année scolaire. Ça doit être ça. Ouais, jusqu'au bout, quoi. Ouais. Du coup, j'ai fait une petite réponse quand même laconique pour dire que je me déplacerai depuis mon lieu de vacances, exprès, pour signer ces papiers. C'est vraiment un manque de respect, je trouve, de traiter les gens comme ça. Parce qu'on nous demande toujours, à nous de faire les choses, rapidement et puis quand c'est à eux de faire des choses pour nous, ben, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Je sais même pas si légalement, parfois, ils dépassent pas les délais, quoi. Je pense qu'il y a des choses qui sont, à mon avis, très limites parfois. Bon, j'imagine que du coup, au moment où tu l'as signé depuis le déplacement de ton lieu de vacances, tu devais être ravie. Ah oui, oui. Non, j'étais ravie. Ravie et puis vraiment, libérée d'un poids, en fait, quelque part. Tu vois, la possibilité de vraiment, tourner, clore ce chapitre et pouvoir en écrire un nouveau. J'ai plein de personnes autour de moi qui m'ont notamment dans l'éducation nationale, de collègues. Bon, déjà, quand j'ai fait l'annonce à mes collègues, ça a été, j'étais assez choquée du nombre de personnes qui m'ont dit: «Ah! Qu'est-ce qu'on aimerait faire comme toi?» Pareil pour moi, c'est impressionnant. Et moi, je dirais 80 quand même. Quelle entreprise a 80 des personnes qui souhaitent partir? Enfin, je trouve ça triste, hein. Je pense que nous, si on ne perdait pas notre concours en partant et qu'on se faisait pas rayer des cadres, à mon avis, il y a un bon nombre d'enseignants qui iraient un peu voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Alors sûrement que certains reviendraient, mais d'autres peut-être resteraient ailleurs parce qu'en fait, on n'a même pas la possibilité d'essayer autre chose. On sait même pas s'il y a autre chose de bien qui pourrait nous convenir, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on est un peu coincé et il y a une part de stress parce qu'on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Mais si c'était plus flexible, les choses seraient différentes. Donc oui, ça m'étonne pas là ce que tu dis de tes collègues. Et du coup, il y a plein de mes collègues qui m'ont dit: «Mais quand même, tu es sûre de toi? Parce que là, du coup, tu pourras plus jamais revenir de ta vie». Qui m'ont dit: «Mais pourquoi tu as pas choisi plutôt la disponibilité?» ou je fais: «Non, mais en fait, j'ai vraiment envie de clore un chapitre» et le fait de partir avec une rupture conventionnelle, ça me le permettait, mais sincèrement, ma rupture conventionnelle aurait été refusée, c'était une démission. Pour moi, c'était clair, en fait. J'avais pas envie d'avoir encore un boulet au pied et d'avoir un truc qui me freine. En fait, ouais, c'est ça. J'avais l'impression que si je fermais pas ça, je serais freinée dans mon avenir professionnel et comme on l'a rappelé, je suis plus toute jeune non plus et à un moment donné, il faut prendre des décisions et il faut avancer, quoi, point. Du coup, au moment où toi, tu as eu ta rupture conventionnelle, donc tu avais fini tes mois de stage, donc ta formation au CNED était intégralement terminée. Alors, pas tout à fait. Elle était terminée, mais elle n'était pas encore validée. Puisque du coup, mes modules à passer, je l'ai passé au mois de novembre. Et j'ai eu la réponse de la certification en janvier. La formation, tu te souviens de son prix? Alors moi, je l'ai payé de ma poche dans les 1 000 euros. C'est pas si cher pour une année entière. Parfois, je vois des coûts de formation à 6 000, 7 000. Non, c'est pas si cher. Et après, je crois que ça a un petit peu augmenté depuis. Parce que je crois que je me suis renseignée pour quelqu'un, il y a pas très longtemps. Non, c'est pas si cher, mais à la fois, il faut pouvoir les sortir et il faut pouvoir les rentabiliser derrière. Donc du coup, voilà, enfin c'est à calculer, quoi. Mais j'aurais pas pu faire sans, en fait. Ne serait-ce qu'en termes de légitimité. En fait, j'avais besoin de quelque chose, qui me dise, «Tu es en capacité de le faire et tu es légitime à aller postuler, sur un poste de secrétaire médical, sans avoir l'expérience». Et puis le milieu médical est quand même particulier parce qu'il y a quand même beaucoup de
j'imagine, de termes, de spécialités, d'outils, je sais pas, des bilans sanguins, des trucs avec des mots que nous, on côtoie pas en tant qu'enseignant. Donc, on a beau avoir les compétences qu'on peut transférer à ce métier-là, on n'a pas forcément les connaissances qui vont avec, mais qui s'apprennent. Donc, c'est pas un problème en soi. Mais je pense que ça peut être bien, effectivement, d'avoir une part de formation avant de se lancer, ne serait-ce que pour être à l'aise quand on prend son premier poste et être rapidement efficace, parce que j'imagine que quand il y a un besoin, enfin, je sais pas si on commence en doublon, mais sûrement que quand faut y aller, quoi. Ouais, c'est ça, quand faut y aller, il faut y aller. Puis il y a eu des moments où effectivement, il a fallu que je commence en doublon. Ça m'est arrivé sur plusieurs postes, puisque là, j'ai quand même fait pas mal de spécialités depuis que je suis partie. Mais je me rappelle d'une fois où on m'a appelée un petit peu en urgence et où j'ai fait une demi-journée d'observation, une demi-journée de doublon. Et après, la collègue est partie en vacances parce que voilà quoi. Enfin, elle avait ses billets d'avion, tout ça, et je m'en suis sortie quoi. Après, il faut rester quand même curieux. Donc, j'y suis pas allée sans rien rechercher sur la spécialité, sans. Oui, tu es proactif quand même dans ta façon de faire. Mais tu es obligé d'être comme ça parce qu'il y a tellement de spécialités, comme tu dis, que tu peux pas. Même une secrétaire médicale qui est en poste depuis 25 ans, elle connaît pas tous les termes médicaux. Ça dépend vraiment dans quoi elle bosse, quoi. Et comme je veux, moi, proposer quelque chose d'assez polyvalent, d'être réactif sur différents services, je peux pas me permettre de pas continuer à apprendre tout le temps, de pas me renseigner sur la spécialité dans laquelle je vais. Oui, parce qu'en dehors des stages, ensuite, une fois que tu as été certifié, donc tu as eu plusieurs postes, je voyais sur ton LinkedIn, tu as eu plusieurs CDD, donc probablement les remplacements dont tu parlais. Toi, tu savais déjà du coup que tu voulais te mettre à ton compte. Donc comment est-ce que tu as fait cette transition-là et surtout pourquoi tu voulais être à ton compte? Quels étaient selon toi les avantages et peut-être les inconvénients, mais qui du coup doivent peser moins lourd, je pense, dans ta balance? Mais les avantages, c'était d'avoir une certaine liberté effectivement d'emploi du temps. Donc puisque du coup, si je suis à mon compte, c'est moi qui décide de quand je travaille et quand je ne travaille pas, qui est quand même assez confortable, hein, quand on était dans l'éducation nationale pendant 21 ans et qu'on avait des vacances imposées. J'allais dire un autre mot que vacances parce que pour moi, c'était pas vraiment des vacances. Les gens, ils imaginent qu'on est sur la plage pendant toutes ces semaines-là, mais en fait, pas du tout. Si seulement. Si seulement. On a plutôt tendance à travailler, à réfléchir à la prochaine période qu'autre chose. Mais en tout cas, voilà, je voulais maîtriser mes temps de pause et à la fois être à mon compte. Ça me permettait vraiment de répondre à la problématique que ma sœur avait évoquée, c'est-à-dire pouvoir proposer des remplacements ponctuels aux personnes qui en avaient besoin. Et pour ça, tu pourrais être salarié, avoir un CDD et passer de CDD en CDD, mais je voulais pas non plus, si on me proposait un CDI, ne plus être disponible pour cette mission-là qui me tenait particulièrement à cœur. Donc, j'ai eu des CDD le temps de finir ma certification, donc ils ont bien voulu me faire confiance avant que je sois certifiée. Ensuite, j'ai fait une autre certification de création d'entreprise qui a duré 2 mois avec l'association BGE sur Toulouse. Et à la suite de cette certification, on m'a proposé d'intégrer une pépinière d'entreprise. Donc, une pépinière d'entreprise, en fait, tu testes ton activité tout en étant assez sécurisé puisque du coup, tu n'es pas obligé de t'immatriculer. Tu bénéficies de l'immatriculation de la pépinière. Tu bénéficies aussi de tout ce qui est la comptable, le logiciel pour faire tes facturations, etc. Donc là, toi, ton cœur de truc, c'est trouver tes clients, prospecter, te former et faire le travail pour lequel tu as envie de te lancer. Et c'est vraiment tester son activité pour voir si ça peut marcher, dans quelle proportion, et voir un petit peu s'il y a vraiment de la demande dans ce domaine-là. Donc ça a été une super opportunité en fait d'intégrer une pépinière d'entreprise. Et ça m'a vraiment montré que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire et qu'il y avait de la place pour moi aussi. C'est ça. Parce que tu y es resté combien de temps dans la pépinière, le temps du test? J'y suis quand même restée 14 mois. Ok, donc un peu plus d'un an. Et après, une fois que tu as senti que tu pouvais voler de tes propres ailes et qu'il y avait de la place pour toi, là, tu as quitté la pépinière et ouvert ta micro-entreprise. C'est ça, exactement. Alors j'ai été un petit peu, normalement c'est 1 an de pépinière, renouvelable, je crois, jusqu'à, je sais plus si c'est 3 ans ou 5 ans, j'ai peur de dire une bêtise, mais bon, renouvelable plusieurs fois,
tous les mois, en fait, j'avais un rendez-vous avec une consultante pour faire le point sur mon activité, où j'en étais, quelles étaient mes prochaines étapes, mon prochain objectif, etc. Et c'est elle qui, au bout d'un moment, m'a dit: «Bon, Stéphanie, vous êtes prête, allez-y». Et là, je lui dis: «Non, j'ai peur». Et c'est vrai que ça fait peur de se lancer pour de vrai, mais elle a senti, elle, que j'étais prête. Donc du coup, on a fait toutes les démarches et cetera. J'avoue que les premiers temps, ça a pas été simple parce que à la fois j'ai eu toute la formation qu'il fallait, toutes les connaissances, mais il fallait que je me confronte au terrain. Et puis il y a ce fameux syndrome de l'imposteur, quoi, où on se dit: «Mince, est-ce que je suis vraiment légitime, en fait? Est-ce que je suis vraiment à ma place là? Est-ce que je me sens chef d'entreprise? Est-ce que j'ai la capacité de faire tout ce qu'il faut, de prospecter, de trouver des nouveaux clients, de faire ma facturation, ma déclaration à l'URSSAF?» Enfin, tout ça en même temps et du coup, c'était un peu intimidant au départ. Et puis ce qui est pas évident, c'est que tout ce que tu viens de citer là, c'est des choses où pour être à l'aise avec, en fait, il faut le faire. Et c'est à force de le faire qu'on finit par savoir le faire. La première fois, la facturation, c'est un peu stressant. Quand ça fait 2 ans que tu fais tes factures, c'est plus rien par rapport au reste. Et c'est chaque nouvelle chose qui va venir s'ajouter, qui va devenir stressante parce que c'est nouveau et qu'on sait pas encore le faire. Mais voilà, c'est comme tout, une fois que tu l'as appris, que tu l'as compris et intégré, ça devient, un des rouages ou des piliers de ton entreprise, logique, quoi. Alors, il y aura toujours des choses qu'on aime un peu plus faire et d'autres, on va toujours un peu plus rechigner, c'est sûr. Il y en a qui sont moins sympas que d'autres. Parfois, il y a qu'en faisant qu'on apprend et qu'on devient à l'aise et qu'on gagne aussi en légitimité. En légitimité, en confiance en soi, oui, oui, complètement. Là, actuellement, donc en le faisant à ton compte, à quoi ressemblent tes journées et en quoi consiste ton activité de secrétaire médicale? Quelles sont tes missions? Alors, mes journées, je peux pas te dire exactement à quoi elles ressemblent parce qu'elles sont différentes. Enfin, chaque jour est un peu différent parce que ça dépend si, c'est un jour de mission ou si c'est un jour, où je suis plus, administratif ou réseautage. Moi, ce qui me manque le plus dans l'éducation nationale, c'est faire partie d'une équipe et du coup, bah, c'est un peu ce que j'ai cherché à recréer autour de moi, dans le milieu entrepreneurial. Donc, du coup, je me suis mis dans plusieurs réseaux, pas plus tard qu'hier midi, j'étais à un déjeuner avec d'autres entrepreneurs, enfin voilà. Donc du coup, c'est aussi, la partie, plaisante aussi de l'activité. Mais sinon, si ça devait être une journée, hors mission en clinique, puisqu'en ce moment je fonctionne beaucoup, dans une clinique en particulier, beh, ça va être déjà programmer ma journée. Donc me lever, faire la liste de ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui, de ce que j'ai envie de faire suivant les catégories, si c'est du pro, du perso, du familial et cetera, de pouvoir un petit peu le caler dans ma journée. Je peux aussi avoir, préparé, des posts sur LinkedIn, hein, tu en parlais tout à l'heure. Effectivement, j'essaye d'être un petit peu visible sur LinkedIn. C'est, aussi préparer ma prochaine prospection. Donc, qui est-ce que j'ai envie de démarcher, dans quel cadre, sous quelle forme, tout ça. Parce que c'est pas forcément facile d'approcher le milieu médical parce que, contrairement à d'autres métiers, tu as pas un numéro de téléphone à appeler sur lesquels tu vas tomber sur eux. Généralement, tu as, justement une secrétaire médicale ou une plateforme téléphonique qui n'a pas forcément accès aux médecins. Et puis après, je fais aussi un petit peu de frappe de compte rendu depuis mon domicile, de comptes rendus médicaux. J'ai un petit fil rouge comme ça, qui me tient à cœur. Les journées, elles sont différentes. Donc, ça dépend aussi de la spécialité. Après, quand je vais faire une mission, je peux pas te définir une journée en particulier. En fait, ce qui est sûr, c'est que c'est des journées où je me laisse aussi la liberté de pouvoir avoir des moments, tranquilles, où je suis pas à fond, de 7 heures du matin en continu jusqu'à 22 heures. Parce que je suis désolée, mais moi, dans l'éducation nationale, j'ai eu des journées comme ça. Enfin, quand on me disait: «Mais les heures devant élèves, ça correspond pas à ton temps de travail». Et les dernières années, j'avais mis, une application, pour calculer mes heures de travail, quoi. Enfin, donc pour montrer aux gens: «Mais non, mais en fait, il y a des fois où je finis à 23h30 le soir». Les moments de livret scolaire, les conseils d'école, enfin tout ce que tu veux, quoi. Donc Ouais, là, tu essayes de mieux gérer cet aspect-là pour aussi, bah, toi, rester en bonne santé et puis garder le plaisir aussi, je pense, d'effectuer tes missions, quoi. Pas crouler, sous le travail. Sachant que c'est
toi qui décides, entre guillemets, même s'il y a toujours des choses que on est obligé de prendre en compte forcément, mais disons que tu es la dernière décisionnaire en tant que chef de toi-même, de ton entreprise. C'est ça, exactement. Et là-dessus, la pépinière m'a aussi beaucoup servi. Il nous rappelle bien qu'en fait, on peut pas travailler comme dans du salariat, 35 heures par semaine pour un client. C'est pas possible parce qu'après, à côté, il y a tout le reste dont je parlais. Il faut créer son réseau d'entrepreneurs, il faut prospecter, il faut facturer, il faut communiquer, il faut préparer, je sais pas moi, moi j'ai préparé une plaquette commerciale à pouvoir donner, la carte de visite, déterminer un logo, enfin, il y a plein de choses à faire en fait à côté. C'est pas forcément simple en fait de plus réfléchir en tant que salarié ou fonctionnaire. Enfin, c'est voilà, faut se laisser aussi du temps pour ça. Ça fait aussi partie du travail. Et en tant que spécialité, puisque donc tu disais que c'était pour un médecin anesthésiste que tu faisais des stages, là tu parlais d'une clinique, est-ce que tu as exercé pour différents types de structures ou de cabinets et lesquels? Est-ce qu'il y en a qui te plaisent plus que d'autres parce que peut-être l'ambiance est meilleure ou la thématique te plaît davantage ou le type de patient? Une qui me plaît plus que d'autres, non. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est la variété, justement. Et comme je me dis que forcément, je suis pas là tout le temps, même quand il y a des petits côtés négatifs, en fait, c'est pas grave, puisque de toute façon, j'y suis pas là pour 10 ans. Donc, du coup, je fais avec. Je sais que le soir, je rentre. C'est pas vraiment un problème. Et effectivement, j'ai eu la chance de maintenant naviguer dans plusieurs spécialités. Moi, je travaille pour des médecins généralistes, de l'anesthésie, de la chirurgie digestive. Là, je vais dans un deuxième service d'anesthésie qui fonctionne pas tout à fait pareil que le premier, donc c'est bien parce que ça permet de voir aussi différemment les choses. Et je vais bientôt avoir une mission pour des gastro-entérologues qui va commencer le mois prochain. Et les comptes rendus, c'est pour une gynécologue qui fait de l'endocrinologie et de la diabétologie. C'est vaste et à la fois, je trouve ça hyper enrichissant. C'est vraiment des spécialités médicales complètement différentes. Enfin, j'ai l'impression d'être du bout à l'autre. Enfin, du médecin généraliste, du médecin traitant qui va initier le parcours de soins jusqu'à la chirurgie. La seule chose que j'ai pas encore faite, je sais pas si pour l'instant ça pourrait m'intéresser, c'est tout ce qui est les professionnels de santé à côté avec les infirmières, les kinés, etc. Ça, j'ai pas encore travaillé pour ce genre de public, mais ça pourrait très bien le faire. Enfin, je sais pas, on verra. Et j'imagine que tu as à la fois une relation avec les patients, parce que je suis en train de me projeter. Moi, quand je vais chez le dentiste, par exemple, il y a des secrétaires médicales dans le cabinet. Donc, je suis en train de me projeter. Il y a effectivement un contact avec les patients pour la prise de rendez-vous, pour le suivi, pour les paiements, pour ce genre de choses. Je vois bien qu'elles sont aussi en contact avec les dentistes et les assistants dentaires aussi. Ça, c'est ce que moi, je vois quand j'y vais. Mais toi, quand tu travailles pour quelqu'un, quelles sont tes missions? Parce que je me doute bien qu'il faut répondre au téléphone, qu'il faut prendre des rendez-vous, qu'il probablement il faut prendre des notes, gérer les agendas des médecins, j'imagine. Mais il y a sûrement d'autres choses qu'on ne voit pas quand nous, on va chez un spécialiste de santé. Donc, qu'est-ce que toi, tu fais et qu'est-ce qui te plaît le plus ou te plaît le moins? Sachant que tu as l'air de tout aimer. Ouais, c'est un peu ça, moi. Je suis un peu hyper positive dans la vie. Des missions en plus, il y a aussi la gestion des urgences, en fait. Tu vois, quand tu as une demande, tu as un patient qui arrive et qu'il a besoin de quelque chose en particulier, du coup, il faut réussir à communiquer avec le médecin pour lui signaler, pour l'alerter, pour je pense notamment aux chirurgiens, quand il y a du post-op, du coup, tu vas prendre la demande du patient, tu vas voir avec le chirurgien, tu vas lui répondre au patient, tu vas le rassurer aussi. Tu vois, il y a tout ce côté humain, en fait, qui, moi, me plaît énormément. Et puis, après, il y a aussi la pré-comptabilité à faire pour que la journée, elle finisse correctement, la télétransmission pour que les patients soient remboursés, les médecins y soient payés. Ah, c'est vous! Mais oui, c'est nous. Ah! Donc, du coup, il y a tout ça à faire, en fait, quoi. Il y a plein de petites choses administratives aussi à faire. Il y a vraiment une histoire de polycompétence où effectivement, je retrouve complètement mon métier d'avant, quoi. Enfin, où on me demande d'être assez polyvalent et de réussir à prioriser, en fait, les tâches à faire par rapport au déroulé de la journée et par rapport à la demande qu'on te fait. Non, ce qui me plaît le moins peut-être dans mon activité, mais que je suis en train justement de pallier, ce qui était le plus dur pour moi, c'était cette question de solitude. C'était la question de pas faire partie d'un plus grand truc.
Quand tu es dans une école, tu fais partie d'une école, d'un groupe scolaire, d'une équipe. Bon, à moins d'être isolé dans une école en classe unique, ce qui peut arriver aussi, hein, mais tu fais partie d'une circonscription. Enfin, tu vois, tu fais partie de quelque chose. Et au tout départ, j'ai eu un petit peu peur de ça. J'ai eu l'impression d'être très isolée et de pas avoir de personnes autour de moi qui vivent la même chose que moi. Et finalement, quand tu cherches bien, puis bon, je suis dans une grande ville comme Toulouse, enfin, des clubs d'entrepreneurs, il y en a plein. Donc du coup, j'ai réussi assez rapidement, ne serait-ce qu'à partir de la pépinière, à rencontrer des personnes qui vivaient la même chose que moi ou qui avaient vécu la même chose que moi et qui avaient peut-être des tips à me donner. Et donc ce côté-là, tu vois, maintenant, je l'ai même plus, quoi. Le côté solo, je suis pas solo, en fait. Mais c'est vrai que c'est un point important parce que moi, je travaille à mon compte et une des questions qui me revenait le plus quand j'ai commencé, même que j'ai toujours maintenant, c'est est-ce que je me trouve pas trop seule? Est-ce que ça me manque pas le contact humain? C'est souvent lié à ça. Et moi qui suis assez solitaire et introvertie, je suis très bien comme ça parce que ça me permet de pas utiliser toute mon énergie auprès de mes collègues et d'avoir de l'énergie pour voir mes amis, mes proches, ma famille à côté, ce que je n'avais plus quand j'étais prof. Donc en fait, on peut choisir, on peut être à son compte et s'entourer, tout comme on peut être à son compte et décider de ne pas le faire en fait. Les deux sont possibles. Ah, mais complètement. Les deux sont possibles. Et puis en plus, on en revient à la même chose, on en revient au choix. On en revient où tu peux choisir d'aller déjeuner avec d'autres entrepreneurs ou pas en fait. Tu peux choisir d'aller faire une activité ou un after work ou il n'y a rien qui t'y oblige. Ça, c'est hyper confortable. J'ai redécouvert une certaine forme de liberté. Et est-ce que sur la partie plutôt financière, quand tu avais des CDD, est-ce que c'était rémunéré au SMIC? Est-ce que déjà ça dépend des structures? Ou bien est-ce qu'il y a un type de montant, un équivalent de SMIC pour secrétaire médical, tu vois? Et pour la partie aussi indépendante, comment ça se passe de ce côté-là, sachant qu'il y a eu la partie pépinière et maintenant la partie en autonomie? Alors, les CDD, oui, j'étais clairement payée au SMIC légèrement, mais très, très légèrement plus que le SMIC. Oui, mais après, c'était pas très grave en soi, puisque quand même, comme j'ai bénéficié d'une rupture conventionnelle, j'avais quand même des droits au chômage ouverts. Certes, mes droits au chômage, ça correspondait, on va dire que par mois, je perdais à peu près 400 € par rapport à mon dernier salaire d'enseignante, mais c'était pas grave en fait. C'était pas un problème. Enfin, on savait qu'on pouvait faire sans. On s'était projeté familialement comme ça. On savait que la première année, il y aurait pas de vacances. Et puis, c'était pas un sujet en soi, quelque part. Oui, en fait, vous l'aviez anticipé et c'était temporaire. Oui, et c'était temporaire. Et de toute façon, on aurait toujours trouvé des solutions. On a bien réussi à vivre 4 ans avec un salaire en moins. Certes, c'était pas du tout agréable, mais on savait que c'était faisable. Il y aurait des moments d'ajustement, mais que ça allait pouvoir se faire, quoi. Donc, du coup, ça m'a permis, voilà, d'avoir quand même une certaine sécurité financière, même si c'était moins que mon dernier salaire d'enseignant. Puis après, mes droits au chômage, à un moment donné, se sont terminés. Comme j'ai quand même réussi à bien démarrer mon activité, je suis assez satisfaite parce que j'arrive même à me rétribuer 200 € de plus que mon dernier salaire d'enseignante tous les mois. Donc, je suis assez contente. Même la première fois, quand je me suis immatriculée, ma première rétribution que je me suis versée à moi-même, j'ai carrément fait une folie. Je me suis mis 700 de plus parce que j'avais très envie de me faire un petit cadeau de premier salaire d'indépendant. Oui, pour le symbole. Oui, pour le symbole. En fait, moi, je fonctionne beaucoup en symbole. Dès que j'ai mon premier contrat, ma première année hors d'éducation nationale, je m'offre des petits cadeaux comme ça. Là, j'ai décroché un contrat de 6 mois pour un remplacement de congé maternité, donc je me suis offert quelque chose. Enfin, il y a des choses qui me rappellent aux réussites, en fait, voilà. Et d'un point de vue chiffré, parce que je ne sais pas combien tu gagnais quand tu étais enseignante, combien est-ce que tu arrives à peu près en moyenne, on va dire, à te rémunérer du coup en étant là à ton compte? Du coup, à mon compte, je me rétribue 2200 € par mois, net. Et tu arrives à le faire tous les mois, du coup, tu as pensé en amont pour que ce soit lissable, on va dire. J'ai mon petit fonds de roulement, j'ai mon petit matelas de sécurité sur mon compte, j'ai ma prévoyance au cas où il m'arrive quelque chose. Ça, c'est l'avantage, je pense, d'avoir été accompagnée par la pépinière d'entreprise et d'avoir pris, comme tu avais dit, la certification à la création d'entreprise aussi, parce qu'on voit que tu as tout bien pensé. Là où moi, j'ai vraiment fait au jour le jour, on verra sur le tas. Ce qui, par rapport à ma personnalité, correspond également. Mais du coup, on voit que de ton côté, tout est bien pensé, tout est bien carré. Et mine de rien, je pense que tu gagnes du temps et surtout de la sérénité.
Ah oui, non, mais c'est sûr. Tu gagnes du temps, de la sérénité et ça te permet vraiment de te projeter aussi parce que il faut pas oublier qu'en tant qu'entrepreneur, tu te payes tes propres congés. C'est-à-dire qu'il faut prévoir si tu as envie de partir 15 jours en vacances, tu sais que pendant 15 jours, tu vas rien toucher. Donc, il faut le prévoir tout ça. Mais par contre, que tu auras l'URSSAF à payer, du mois que tu auras déclaré le mois d'avant, enfin voilà, il y a tout ce genre de choses à prévoir. J'ai toujours été quelqu'un d'assez prévoyant, donc j'aime bien moi me projeter, chiffrer, faire des petits graphiques, voir là, là, il va falloir que je trouve une mission pour le mois de mai. Bon, ça tombait bien, c'est bon, la mission est tombée. Donc oui, j'essaye d'être prévoyante, puis ça permet de gagner en sérénité et de faire ça assez sereinement. Mais je comprends que ce soit pas facile. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Je pense que effectivement, il faut pouvoir se projeter et ne pas avoir peur des mois où tu rentres plus ou moins de chiffre d'affaires. C'est ça, oui, c'est très instable au final. Oui, il faut en être conscient de ça, qu'il y a une certaine instabilité, mais après, c'est à toi de faire en sorte que sur une année lycée, ça passe. Il y a des mois où tu peux gagner beaucoup, il faut se dire que il faut pas tout claquer, quoi. C'est pour compenser les mois où tu vas gagner moins. Exactement, mais je pense que chaque personne, en fonction de sa personnalité, justement, va vivre la chose différemment pour un même statut et un même revenu. Quelqu'un peut être très stressé, tout comme quelqu'un peut être très à la cool. Donc, ça dépend vraiment de comment on le vit finalement. Alors, c'est assez rare, mais j'ai des questions d'auditrices. Je t'avais dit en off Mais que c'était non. un métier sur lequel on me questionnait pas mal. Donc là, je suis en train de regarder en direct sur Discord parce que j'ai demandé que ce matin aux gens, puisque les dernières fois que j'ai demandé si les gens avaient des questions, il n'y en avait pas forcément. Donc là, je me suis dit, bon, je demande au dernier moment parce que c'est pas dit qu'il y en ait. Et en fait, j'ai 3 questions. Donc, on commence par Valérie qui déjà me demande est-ce que c'est l'amie dont je t'ai donné le contact? Mais Oui, oui. merci Valérie. Bonjour Valérie. La magie du bouche à oreille, comme on disait tout à l'heure. Non, je suis très contente. Merci beaucoup Valérie. Et elle demande est-ce que, du coup, elle te demande à toi, hein, est-ce que tu referais tout de la même manière si c'était à refaire ou est-ce qu'avec un peu de recul, tu changerais certaines choses? Non, je referais tout pareil. Je serai enseignante pendant 21 ans, j'adorerais mes élèves, j'adorerais certaines relations avec des parents d'élèves. C'est aussi les obstacles que tu as sur ton chemin qui te fait apprendre. Donc, du coup, tu peux pas refaire de façon parfaite quelque chose puisque ça t'apporterait pas la même chose. Ouais, c'est mon petit côté philosophe. Mais c'est magnifique. T'aurais pu faire prof de philo finalement. Pas sûr, mais Ensuite, j'ai une question de Muriel. Alors, il y en a 2 même, je vois. Pourrais-tu lui demander sur quels critères elle a choisi l'organisme de formation, puisqu'il y en a plein, sont-ils tous sérieux? Donc, déjà, on sait que celui-ci est sérieux et reconnu par l'État, et on a parlé un petit peu des détails tout à l'heure, mais comment est-ce que toi, tu es arrivé effectivement à choisir celui-ci et pourquoi pas un autre? Alors, par rapport au CNED, ça a été vraiment en cherchant sur Internet quelque chose qui ne me demandait pas une alternance. Parce qu'il y a beaucoup d'organismes de formation qui demandent à ce que ce soit de l'alternance. Et là, en tant que professeur des écoles, c'était un peu compliqué. Donc, il fallait que ce soit quelque chose de compatible avec mon poste de professeur des écoles. Et ensuite, par rapport aux formations sur la pépinière d'entreprise, tout ça, ça s'est fait un peu par hasard sur une information, je dirais, pendant une demi-journée avec France Travail, où j'ai rencontré quelqu'un de BGE qui nous a indiqué cette formation-là sur l'entreprise, la création d'entreprise, et ce qui m'a emmenée jusqu'à la pépinière. Moi, je suis assez sensible aux rencontres, en fait. Je me dis qu'il y a des moments où tu rencontres les personnes que tu as besoin de rencontrer. Tu sais ce que ça signifie exactement, BGE d'ailleurs? Mince, non. Non, mais c'est pas très grave, hein, mais parce que je vois qu'il y a BGE Bretagne, BGE Alors, c'est Hauts-de-France, BGE BGE. Sud-Ouest. C'est une association qui est là depuis très longtemps, effectivement, qui est nationale. Je me demande si c'est pas boutique de gestion, de ce que je vois là en ligne, création d'entreprise et formation au management. BGE appui aux entrepreneurs. Et c'est écrit boutique de gestion. Mais c'est juste que ça me paraît étonnant, boutique de gestion. Je sais pas avec exactitude si c'est pas ça ou pas. À creuser. Ouais. Muriel avait une deuxième question. On a un peu répondu, mais peut-être qu'il y a de la nuance à apporter. Est-ce que tu travailles à distance? Est-ce que c'est courant de le faire? Et ou est-ce que tu travailles directement en cabinet? Alors moi, je travaille directement en cabinet et je voulais travailler directement en cabinet. La seule chose que je fais à distance, c'est un petit peu de frappe de compte-rendu. Effectivement, c'est courant de faire ce qu'ils appellent du télésecrétariat médical, donc à distance, mais c'est plus de la gestion d'agenda, de la gestion téléphonique en fait, des plateformes aussi qui peuvent gérer les appels. Mais c'était pas ce que je recherchais, moi. J'avais besoin de contact humain.
Et il y a Karine ensuite, alors qui déjà nous souhaite une bonne interview. Merci Karine, tout se passe très bien jusqu'à présent. L'épisode sera long parce qu'il y a beaucoup de questions, mais tout se passe très bien. Et elle demande, alors ce que tu aimes le plus dans ton nouveau métier, ça on en a déjà un petit peu parlé, mais ce qui est le plus satisfaisant pour toi, tu dirais que c'est quoi ? Ce qui m'a le plus choquée en arrivant dans ce métier, ça a été la reconnaissance. C'est ce qu'on disait en fait tout à l'heure. Que c'est ce qui m'a fait un petit peu partir de l'éducation nationale, la non-reconnaissance niveau sociétal, hiérarchique, tout ce que tu veux. Et ce qui m'a marqué, c'est justement pendant le stage que j'ai fait l'été, c'était un service qui était hyper tendu parce que il y avait pas assez de monde par rapport au travail demandé, et à un moment donné, le midi, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte, et en fait, c'était un fleuriste qui arrivait pour nous donner à toutes les trois des gros bouquets de fleurs, quoi. Ah ouais. Ben ouais. Et ça n'existe pas dans l'éducation nationale. Au mieux, le dernier jour de l'année, parce qu'il y a un peu ce truc maintenant où les gens se sentent obligés de faire un cadeau à la maîtresse, mais Mais c'est pas en ton cours IUN d'année, qui il y te a peu de l'envoie, chance. quoi. Ah non, c'est pas ton IUN qui te l'envoie, non. Voilà. Donc, ouais, en fait, c'est ça. C'est le fait qu'on te dise merci, en fait. Même à la fin d'une journée, ils s'en vont, ils te disent merci pour la journée. Rien que ça, en fait. Comme ça fait déjà une bonne heure 10, je vais pas te poser beaucoup plus de questions, si ce n'est la question signature du podcast. Peux-tu compléter la phrase « Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis ». Avant, j'étais prof. Aujourd'hui, je suis secrétaire médicale et j'aide les autres autrement. Oh, mais c'est magnifique, merci. Merci à toi, Florence. Mais avec plaisir, et je suis vraiment très heureuse parce que ça se voit depuis... les gens ne te voient pas, il n'y a que moi qui te vois, mais je pense que ça s'entendra que tu as vraiment le sourire depuis le début de l'interview et que tu parles de ton métier, et là pour le coup, il n'y a que moi qui le vois, mais avec des étoiles dans les yeux, et ça fait trop plaisir. C'est une des plus belles parties, moi, de mon travail, de pouvoir échanger avec des gens contents de faire ce qu'ils font, et ils font tous des choses tellement différentes, et c'est vraiment la preuve que y a plein de façons d'être heureux et que c'est une question de choix, de patience, de volonté, de soutien, de plein de petites choses qui forment une sorte d'engrenage finalement et qui peuvent mener à de belles finalités, même si on ne sait jamais de quoi est fait demain. Est-ce que tu feras ça jusqu'à la fin ou pas ? On ne sait pas, mais l'important c'est que tu profites maintenant et que tout se passe bien, et je te souhaite que ton entreprise grandisse et que toi tu prennes toujours autant de plaisir à faire ce que tu fais. Merci beaucoup, Florence, en tout cas. Avec plaisir, merci à toi parce que tu as répondu à toutes mes questions en toute transparence. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof, et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantj'étaisprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt!